La Ballade des rêves brisés, une symphonie de résilience en Absurdistan. La nation de l'Absurdistan, autrefois un phare vacillant d'espoir semi-démocratique, s'est transformée en une parodie électorale qui a duré 7 ans. Les élections, censées être l'élément vital d'une société qui fonctionne, étaient devenues une blessure purulente pour le corps politique absurde. Au fur et à mesure que ce processus dysfonctionnel s'enlisait, la nation s'enfonçait davantage dans un bourbier de désespoir et de désillusion. Le gouvernement, dirigé par une porte tournante de bouffons égoïstes, s'est révélé totalement incapable de faire quoi que ce soit qui ressemble à un leadership. Leur incompétence collective était si profonde, si globale, qu'elle avait transcendé la simple insuffisance et pénétré dans le domaine de l'art pervers. Ils se disputaient des titres, accumulaient des ressources et se complaisaient dans l'illusion du pouvoir, tandis que la nation s'effondrait autour d'eux. La véritable gouvernance, semblait-il, était reléguée aux étagères poussiéreuses des idéaux oubliés. Les véritables maîtres de l'Absurdistan résidaient à l'étranger. Les puissances étrangères, dont les motivations étaient enveloppées d'un voile de bienveillance à peine déguisé, saccageaient les extrémités de la nation comme un horrible spectacle de marionnettes. Les programmes d'aide assortis de conditions d'exploitation étaient la méthode de contrôle privilégiée. Les responsables absurdes, manquant à la fois de courage et de prévoyance, ont accepté avec joie ces calices empoisonnés, les yeux aveuglés par des visions de gains personnels, tandis que leur peuple payait le véritable prix. Les citoyens absurdes, autrefois remplis d'une sorte de fierté maladroite, se sont fanés sous le soleil implacable de la négligence. Ils avaient faim, non seulement de nourriture, qui manquait désespérément, mais aussi de dignité, d'espoir, d'un signe que leur vie comptait au-delà du simple fait d'être des pions dans un jeu géopolitique. C'était une faim qu'aucune quantité de promesses vides ou d'aides étrangères ne pouvait assouvir. La tragédie de l'Absurdistan était son obsession tordue pour la présidence. Chaque aspirant politicien, chaque politicien professionnel, chaque petit chef de guerre, chaque idéologue à moitié cuit convoitait la plus haute fonction, ignorant la simple vérité selon laquelle une gouvernance efficace exigeait une équipe plus qu'une figure de proue. Les ministres sont devenus des caricatures, leur rôle étant déformé par une lutte constante pour l'attention toujours insaisissable du président. Alors que le gouvernement central devenait obsolète, ceux qui étaient assez désespérés pour échapper aux frontières de l'Absurdistan se sont lancés dans des voyages pénibles. Ils se sont entassés dans des bateaux branlants, ont soudoyé des gardes-frontières corrompus et ont vendu leurs maigres biens pour avoir une chance éphémère de vivre au-delà du chaos. Ceux qui sont restés ont vu leur communauté autrefois dynamique se faner, leurs rêves se transformer en ressentiment et en désespoir. Les hôpitaux de l'Absurdistan, en particulier leur maternité, étaient des cauchemars incarnés. Les histoires de mortalité infantile inutiles, des mères mourant en couche faute de fournitures de base et de personnel médical blasé étaient monnaie courante. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'une norme déchirante. Un témoignage grotesque de priorités tellement déformées qu'elles dépassaient l'entendement. Dans les vastes provinces de l'Absurdistan, la peur était la seule constante. Des gangs de bandits erraient sans contrôle, s'attaquant à ceux qui avaient la malchance de croiser leur chemin. Des fermes autrefois productives sont laissées en jachère. Le spectre de la violence était un risque trop grand. Des villages entiers sont devenus des villes fantômes désolées, leurs anciens habitants rejoignant les rangs des déplacés ou des morts. Et pourtant, sous les cendres de cette nation brisée, une faible braise d'espoir refusait obstinément de mourir. Les absurdistani ordinaires, dos au mur, ont fait preuve d'une résilience tranquille qui défiait toute logique. Ils ont formé des réseaux clandestins pour échanger de la nourriture et des médicaments, murmuré des vérités interdites pour contrer le torrent de propagande d'État et ont osé rêver un avenir où leurs enfants
ne mourraient pas de faim. Pour que l'Absurdistan puisse sortir du gouffre, il faudrait une révolution, pas seulement un renversement violent du régime corrompu, mais un changement fondamental de mentalité. L'obsession fatale de la gloire individuelle devrait céder la place à une focalisation sur la gouvernance générale. L'influence internationale, bien que nécessaire à court terme, devrait être tempérée par une féroce revendication de la souveraineté absurde. L'aide ne peut pas être assortie de conditions d'exploitation qui perpétueraient le cycle de dépendance. L'investissement dans l'éducation et les infrastructures, plutôt que de vaines promesses, était le seul moyen de briser la chaîne. Stabiliser les provinces signifierait plus que simplement écraser le banditisme. Cela nécessiterait de s'attaquer au désespoir qu'il a donné naissance, en créant des opportunités économiques, en assurant une sécurité de base et en démontrant qu'on pouvait à nouveau faire confiance au gouvernement local. Leur chemin fut long et ardu, pavé de sacrifices et d'incertitudes. Pourtant, le peuple de l'Absurdistan, dans son esprit meurtri mais inflexible, était peut-être la ressource la plus précieuse de la nation. Dans leur aspiration collective à un avenir meilleur, se trouvent les germes d'une véritable transformation nationale.